Polysécure, épisode spécial. Je suis avec Davy. Comment vas-tu? Très bien, merci. Bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à nouveau. Oui, on continue dans notre série d'épisodes avec des sujets un peu plus mous. Cette fois-ci, puis on va rebondir sur le dernier qui a été diffusé, c'est-à-dire on est parti de l'environnement toxique et qui intimide énormément de gens. Donc, on va aborder l'autre pendant de cet élément-là. Comment on peut entrer et comment le milieu de la cyber est malgré tout très accessible et très ouvert à accueillir des gens et comment on peut naviguer là-dedans pour les gens qui n'y arrivent pas. Toi-même, tu me disais en off que tu n'arrives pas du monde des TI, de la cyber. Moi non plus, essentiellement. Je suis un transfuge. Donc, de là, on est capable quand même, on est des démonstrations vivantes qu'on est capable de transférer. Et tu as une excellente expérience de ça. Je vais te laisser partir avec le sujet pour justement le travailler. Eh ben, très bien, je te remercie. Effectivement, ouais, le dernier sujet nous a inspiré puisque, comme tu le dis, on est très nombreux à travailler dans les TI, à aimer ça, avoir eu des parcours assez différents. Et ce qui me ressort souvent, j'accompagne des gens en reconversion. Je suis issu moi-même de parcours de reconversion. Et ça m'a sauté aux yeux, en fait, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas commencé leur carrière dans l'informatique, dans l'ingénierie, que ce soit la sécurité, que ce soit l'informatique en général. Et donc, ça veut dire qu'il est possible. Déjà, c'est ça que j'aime bien. C'est déjà qu'on montre qu'il est possible de rentrer dans ces métiers pour tout le monde. Et c'est aussi, pour donner du sens à notre démarche et à notre réflexion, on a été assez touchés de voir qu'il y a pas mal de personnes, de femmes qui sont venues à notre rencontre aussi suite à la dernière publication. On avait envie aussi de parler à ces personnes en leur disant vous pouvez rentrer dans ces métiers. Que vous soyez une femme, que vous soyez trans ou cis, que vous soyez un homme trans ou cis et que vous soyez débutant dans l'informatique et que vous ayez 20, 30, 40 ou 50 ans, il est tout à fait possible de rentrer dans ces domaines. Et comme on en discutait précédemment, lié à cette culture d'élitisme, on aura tendance à croire qu'il faut un très haut niveau technique pour rentrer dans l'informatique, et c'est faux. Et c'est complètement faux. Alors, petite anecdote personnelle, moi effectivement, je suis un ancien, j'ai fait des études de cinéma à la Nouvelle Sorbonne à Paris, donc je regardais des films, je regardais pas trop de séries à l'époque parce que c'était dans les années après les années 98, tu vois, 1998. Voilà, je suis vieux, hein, je date du siècle précédent. Et arrivé à la fin de ces études, j'adorais ça, je trouvais ça formidable, ça me plaisait énormément. J'ai été journaliste dans le cinéma et le jeu vidéo, j'adorais ça aussi, mais j'y voyais pas un métier du tout. Je voyais pas comment gagner ma vie là-dedans, pour moi ça me semblait fermé. Et donc je suis tombé au chômage à 24, 25 ans, j'étais surveillant dans les collèges et lycées. Alors surveillant pour les Québécois ou les francophones non français, c'est les personnes qui accompagnent les élèves mais qui sont pas les profs. C'est eux qui les gardent quand il y a pas cours, etc. Donc j'ai fait ça pendant des années, ce qui m'a donné à des droits de chômage, donc d'être sans emploi et d'avoir une aide. Et à l'époque, je montais mon propre PC. Voilà, ma compétence technique, c'était ça, c'était d'assembler mon propre PC à la maison. J'ai jamais codé de ma vie, j'ai jamais fait de base de données de ma vie, à l'époque encore moins. J'ai installé Windows 98 et puis après XP, etc. J'ai installé mes jeux. Et puis c'est tout, quoi. Ça s'en tenait à ça, mais j'aimais bien l'informatique et j'ai décidé à l'époque, pendant mon chômage, de dire je vais faire une formation de technicien. Alors je suis parti donc de mes études avec une licence, un bac plus 3, j'étais en maîtrise et je suis reparti faire un bac professionnel, donc c'est un bac technique. En France, c'est souvent mal vu, hein, c'est comment dire, dégradant presque, c'est des trucs techniques, c'est pas fait pour les gens qualifiés. Non, moi je me suis éclaté. Et je me souviens même que la personne qui m'a accueilli dans ce diplôme, dans cette formation accélérée en 6 mois, m'a dit mais tu vas t'ennuyer. Je fais non, moi j'ai besoin des bases. Et ça c'est un truc fondamental en fait. Souvent on nous dit mais alors il faut que je travaille quoi, vers quoi il faut juste déjà poser des bases, des fondamentaux solides. Et les bases et les fondamentaux solides, on s'aperçoit qu'ils sont cachés derrière toutes les technologies de pointe. Donc souvent l'illusion de se dire il faut que j'aille faire du machine learning, de l'intelligence artificielle, ou que je fasse pen tester. Je dis non. Faut d'abord savoir ce que c'est qu'un réseau. Faut d'abord savoir ce que c'est qu'un OS, savoir ce que c'est que du stockage. Et juste poser les fondamentaux. Ça m'est arrivé, moi, plein de fois. Donc après, j'ai fait cette formation, je suis rentré dans l'informatique et je pourrais te détailler tout le passage, mais je suis rentré, je suis devenu formateur VMware. Donc j'ai fait des formations sur la virtualisation. Et en cours de virtualisation, il m'arrivait très souvent de poser la question, je veux dire, je vais vous poser une question bête. C'est quoi un OS?
À 99% du cas, les gens sont incapables de répondre. En fait, ils savent pas ce que c'est que la définition même d'un système d'exploitation qui est une interface entre l'homme et la machine. Ni plus, ni moins. Et comme disait un mec un peu connu et un peu intelligent qui s'appelait Einstein, il dit si t'es pas capable d'expliquer un truc simplement, c'est que tu l'as pas compris. Et donc là aussi, en résonance avec ce qu'on se disait la dernière fois, souvent, on est enseveli sous des notions techniques très poudre aux yeux. Ça fait bien, etc. Des fois, on discute de vrais sujets techniques, c'est vrai, hein, de vrais sujets pointus qui nécessitent un langage, c'est vrai. Mais des fois aussi, c'est parce qu'on se la pète un peu et que en fait, les choses peuvent être dites aussi de façon beaucoup plus simple. Ça veut dire que pour acquérir un niveau de compétence pour travailler dans ces métiers-là, il faut déjà vouloir apprendre les choses simples et le faire simplement et progressivement. Je vais remercier tout de suite une personne dans ma carrière informatique, dans les gens pédagogiquement très bons et humainement vraiment bienveillants, qui s'appelle Sébastien Stormac, qui est bien connu en France parce que c'est un speaker pour Amazon et qui est mon ancien mentor. C'est lui qui m'a validé en tant que formateur. Et il a une expression que j'adore. Ça vient pas de lui, mais lui il me l'a appris et je m'en sers tous les jours. Je me l'ai encore servi en formation hier. Il dit, comment tu manges un éléphant? Une bouchée à la fois. Et c'est souvent ça, en fait, le message qu'on va donner, c'est que si vous voulez rentrer demain dans l'informatique, même si c'est pas du tout votre métier, vous savez quoi? Vous allez faire comme tous les débutants. Alors oui, je sais, c'est injuste, hein, quand on est débutant, c'est là où on a le plus de travail à faire, mais on va le faire juste progressivement, étape par étape. On peut aller donc faire comme moi j'ai fait par exemple des formations de reclassement. Si par exemple vous avez le droit du chômage, il y a plein de formations de reclassement qui existent. Il y a plein de programmes. On peut prendre quelque chose d'assez généraliste comme moi j'ai fait, technicien de support et maintenance. Donc où on voit du système, du réseau, du stockage, des grands concepts. Ou alors on peut aller sur des programmes. Moi j'accompagne actuellement un centre de formation en France qui fait des choses sur la donnée, des programmes de formation sur la machine learning et la donnée. Donc, c'est-à-dire là aussi que c'est des programmes complets avec plein de formations sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, qui vont avoir des orientations un peu plus spécifiques, mais là aussi qui vont reprendre les grands concepts. Donc voilà, l'idée c'est ça. Je me souviens surtout, je vais être honnête, de la première fois que j'ai trouvé un boulot dans l'informatique. Je suis rentré dans cette boîte-là avec mon petit diplôme. J'en menais pas large, je me disais je dois être nul par rapport aux autres. Encore, voilà, syndrome de l'imposteur, on en a souvent parlé, mais ça arrive, voilà, j'avais des gros doutes en moi. J'avais mon petit diplôme, mon bac plus pro en technicien d'informatique, que j'avais très bien réussi, majeur de promo, j'étais très content de moi, très fier. C'est vrai, moi j'issu d'un programme scolaire où j'étais pas très fier de ma scolarité et on m'a pas forcément appris à ça. Donc là, j'étais content d'avoir fait un truc qui me plaisait de réussir. Et j'ai débarqué dans une équipe de 12 personnes. Et en quelques jours, j'ai compris, j'ai fait OK. J'aurais peut-être dû commencer ma carrière même avant parce que visiblement, vu le niveau technique, j'ai déjà beaucoup plus de qualifications. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui étaient déjà dans mon métier, comme on est sur des métiers en tension, ça veut dire qu'il y a énormément de besoins et même pas assez de gens pour le faire. Je vais vous dire, on prend presque tout le monde, y compris des gens qui ne sont pas forcément faits pour ça. Et donc à partir de là, si on se donne les moyens déjà de bien rentrer, de choper les fondamentaux, et qu'ensuite on s'aperçoit qu'on en a envie, qu'on aime ça, vous êtes les rois du monde, vous êtes les reines du monde, mesdames, après. À partir du moment où vous avez envie, que vous aimez ça, il vous faut investir dedans, faites ce travail-là. Après, vous voyez, j'ai remercié une personne, et c'est vrai que c'est important de rencontrer des bonnes personnes dans la vie. Et que ce soit même à l'école, je me souviens de quelques profs très très importants dans ma vie qui m'ont fait beaucoup de bien. Là où tous les autres me descendaient, qui eux m'ont dit que ça allait, que j'avais des capacités. Donc des fois, une personne lumineuse, ça fait du bien et ça vous permet de prendre confiance. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec des gens. Et comme on se disait juste avant, si la personne que vous avez en face de vous, elle est hautaine, elle est conne, vous passez, vous allez voir une autre personne. C'est pas grave. Vous ne fiez pas à une personne. Ne laissez personne vous dire que vous n'avez pas votre place là-dedans, que vous n'avez pas le droit d'y rentrer, que vous n'avez pas le niveau. Ça s'appelle des connards et des connasses, tout simplement. Voilà, c'est un bon terme bien connu. Tout le monde comprend l'idée. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont persuadés que eux, ils valent beaucoup. Et puis, si vous rentrez dans le métier, peut-être que vous allez leur prendre leur boulot. Si t'as autant peur que ça, effectivement, peut-être que tu vois pas grand-chose. Donc, allez vers les gens qui sont ouverts, allez vers les gens qui partagent. On est à une époque formidable pour ça. Je suis désolé, mais entre tous les réseaux sociaux, les vidéos sur YouTube, les programmes de podcast, il y a beaucoup plus de ressources que quand moi, par exemple, j'ai commencé ou quand on a commencé. Et donc, il faut s'en servir. Il faut surtout pas hésiter. Les tutos, c'est pas ce qui manque. Il faut juste accepter l'idée qu'il y a des choses qui prennent du temps et qu'il faut faire preuve de patience avec soi-même et prendre ce temps d'apprentissage.
Oui, puis je vais prendre la balle au bon, puis au moment même un peu parler de mon propre parcours qui est non conventionnel aussi. Moi, je suis un autodidacte. J'ai fait le chemin contraire, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler avant de me faire former. Donc, on est dans un contexte différent où j'ai pris des livres, j'ai pris les RFC, j'ai lu les documentations qui étaient disponibles. Puis on parle des milieux des années 90, de encore plus loin, encore plus loin que toi en termes de choses où j'ai appris comment fonctionnaient les protocoles, le TCP/IP, les éléments de base, comment monter les réseaux, comment monter les différents éléments par pure curiosité. Et là, ça vient, moi, ma force initiale, puis un peu ce que tu as fait, mais un peu justement que tu as passé par l'école, mais que ta force initiale, qui est la curiosité. Si cette curiosité-là vous habite, c'est sûr qu'on est dans un endroit où on est très, très prolifique, puisque le monde des TI en général et de la cyber ou de la sécurité de façon plus spécifique est très basé sur cet élément de curiosité de comment on peut trouver, comment améliorer, comment aller plus loin tout le temps, ce genre de choses-là. Puis bon, plus tard, j'allais me faire former un peu justement pour me donner des structures et des bases supplémentaires pour pouvoir progresser plus. Mais il demeure que j'ai commencé, je pense, en 96 de mémoire, à travailler dans le domaine, un peu sur la même base que tu mentionnes, sous tension, c'est-à-dire qu'il y avait des demandes, je me suis présenté, j'étais là, j'ai pris, puis j'étais curieux, puis j'ai progressé à partir de ça, puis j'ai cheminé dans ce domaine-là depuis ces années-là où justement j'ai avancé, j'ai découvert l'Internet en 96. Dans les temps où on se branchait avec des modems qui faisaient des bruits bizarres et comment on installait des affaires dans Windows 3.1 qui étaient tout à fait terribles et qui fonctionnaient pas bien, où j'ai fait mon premier site web dans ces années-là, probablement en 97, de HTML de base, parce que j'ai pris des documents, j'ai copié, j'ai imité. Aussi, ne pas se gêner de savoir qu'il y a beaucoup d'imitations dans ce qu'on fait. On voit des personnes qui nous inspirent, on voit des documents imités. L'imitation est probablement en art, on a beaucoup cet élément-là, mais en TI aussi, on doit beaucoup imiter ce qui se fait ailleurs, répéter jusqu'à la maîtrise du principe de maîtriser les différents éléments, ce qui nous amène là. Puis au-delà de ça, même la barrière technique, puis là, on parle de deux contextes qui arrivent du monde plus technique, puis avec un vocabulaire, puis on est sérieux, puis on maîtrise ça, puis en plus en SI, on invente des nouveaux mots, probablement au moins une nouvelle expression chaque année, on est important. Là, on va parler de zéro trust, on va parler de ci, on va parler de ça. Et au-delà de ça, et comme tu disais, l'important, c'est la maîtrise des concepts fondamentaux. Et on revient toujours à cet élément-là. Et on le voit, parce que moi, dans mon travail présentement, l'absence de maîtrise des fondamentaux, même par des gens qu'on pourrait percevoir comme étant des experts dans certains domaines, dont l'info nuagique, entre autres, où des gens ne comprennent pas les fondamentaux, où c'est l'abstraction de l'info nuagique nous donne l'impression qu'on doit on peut passer par-dessus, mais non, il faut toujours revenir à la compréhension des concepts de base, comment les choses fonctionnent. Et quand on revient aux fondamentaux, c'est là que c'est important parce que ça peut paraître un éléphant, l'info nuagique, puis on a fait plusieurs épisodes sur ce sujet. Dans la réalité, c'est quand on prend chacun des morceaux, sont assez simples à maîtriser, mais il faut revenir aux éléments fondamentaux de ceux-ci. Donc, sont d'une certaine forme de simplicité, qui sont beaucoup plus faciles d'accès aux gens. Et justement, c'est accompagné de s'entourer de gens qui sont prêts à nous expliquer ce genre de choses-là dans des termes simples et des termes non compliqués, de comment nous amener, faire cheminer dans ce chemin-là. Fait que ça, c'était donc, mon énoncé de départ, là, un peu comme le tien, d'où je pars et comment je suis arrivé où je suis. Et j'ai juste continué à tout le temps apprendre, tout le temps, c'est ça, puis ça continue comme ça, de ton chemin de commencer maintenant, tu es rendu quand même un formateur reconnu. Et on a cette reconnaissance-là d'avoir travaillé, d'avoir trimé fort longtemps et d'avoir justement investi dans de façon continue dans nos compétences. Puis moi, j'arrête pas d'apprendre, toujours des nouveaux concepts, toujours des nouvelles technologies, toujours des nouvelles choses, mais la facilité, puis certaines personnes, de fois, peuvent me ramènent ce fois-là à quel point, disons, j'ai l'air d'être très, très haut sur les choses. C'est juste parce que je maîtrise bien les fondamentaux. Puis après ça, je suis capable de me propulser très rapidement sur des nouveaux concepts. Qu'on brasse, on parle de l'info nuagique, par exemple. Fait que la maîtrise de ces nouveaux concepts-là est juste parce que est plus rapide chez moi, par exemple, parce que je maîtrise les fondamentaux. Fait que je suis capable de rattacher aux éléments fondamentaux ces éléments-là, ce qui me permet de propulser.
plus facilement. Puis le syndrome de l'imposteur, là, tu l'as mentionné, c'est très intéressant. Je pense que c'est le moteur même de mon moteur pour m'aider à continuer à apprendre, à toujours aller plus loin, toujours ça, et justement de toujours continuer à progresser là-dedans. Et tu le soulèves très bien. Et quand on réfléchit au programme scolaire qu'on a suivi depuis notre enfance, d'année en année, on fait des révisions des années précédentes. On le dit quand on enseigne, répéter, c'est enseigner. Donc on se doute bien qu'à un moment donné, même dans ce domaine-là, on répète beaucoup de choses. Et comme tu dis, moi, je traite les mêmes sujets, moi, presque 8 ans. Je progresse sur ma connaissance dessus, je progresse sur ma vision dessus, je l'affine, mais ça reste les mêmes sujets que j'ai repris d'un domaine qui précédait. Donc là aussi, faut bien faire comprendre aux personnes qui nous écoutent que même si, comme tu dis, il y a des termes nouveaux qui semblent faire des nouveaux emballages, finalement, ce qui se passe derrière la façon dont c'est fait, c'est toujours la même chose, si ce n'est qu'on a peut-être changé le point de vue dessus, on l'a peut-être automatisé un peu plus, on a peut-être changé son cadre d'usage, mais les concepts on ne réinvente pas l'informatique tous les 5 ans. On invente une nouvelle façon de l'utiliser, de l'implémenter, et c'est valable dans plein d'autres domaines. Donc finalement, ces fondamentaux, comme tu dis, et c'est vrai que moi j'assiste aussi souvent là-dessus, sont vraiment justement fondamentaux en sens où ils sont structurants, c'est-à-dire qu'on s'appuie tous dessus. Donc, il m'arrive par exemple de parler du modèle OSI, O-S-I. Donc pour celles et ceux qui connaissent pas, vous irez voir. Le modèle OSI, c'est un modèle d'architecture conceptuelle qu'on utilise, qui est universel aujourd'hui et qui est derrière plein de modèles d'organisation, de structuration qu'on a quand on fabrique une carte réseau en informatique, quand on fabrique un équipement électronique, quand on fabrique un protocole réseau. C'est ce même modèle entre le physique et l'applicatif. Il y a 7 couches. Et prendre le temps de comprendre les couches, effectivement, la première fois, c'est pas forcément toujours agréable. Alors attends, ça c'est drôle. Mais en fait, vous allez vous en servir toute votre carrière, à moins que ce modèle soit totalement remis en cause. Moi, ça fait 10 ans qu'on me dit qu'il doit être remis en cause et remplacé par un autre. J'attends le suivant. Mais c'est ça en fait. Ce sont des modèles de référence. Et je me souviens donc, moi j'ai passé mon programme de reclassement en 2006. Je me souviens parce que la session s'appelait les TI 1206. Parce que ça commençait en décembre 2006 et ça finissait en juin 2007. Et je me souviens qu'à l'époque, on voyait déjà des technologies qui étaient vieilles, anciennes. Et j'avais plein de collègues de formation, et là j'en connais certains qui écoutent, qui vont se reconnaître, avec qui je suis resté en contact, qui se plaignaient qu'on voyait des vieux trucs que plus personne n'utilisait. Mais on les voyait pour comprendre ce qu'on avait sous les yeux, pour comprendre d'où viennent les technologies. Et pour l'anecdote, moi, j'ai été formé sur du token ring. Alors là, pour ceux qui font du réseau, ça va partir loin. C'est l'ancêtre d'Ethernet, donc des réseaux d'entreprises classiques qu'on a aujourd'hui. Et on me disait, mais token ring, ça n'existe plus. Première entreprise où j'arrive, backbone du bâtiment central, token ring. Ils l'ont dégagé l'année d'après, hein, mais il y en avait encore. Et donc, c'était intéressant de comprendre, d'avoir vécu. Je suis content d'avoir vécu cette expérience, de dire, j'en ai vu. Je sais que ça existait, je comprends pourquoi on en a changé, et ça me permet de comprendre pourquoi on est là aujourd'hui aussi. Alors, quand je fais des formations, j'aime bien dire, savoir comment ça marche, c'est bien. Donc, il y a le côté geek, le côté technique, c'est intéressant. Et on peut avoir de la curiosité là-dedans. Mais je dis toujours que savoir pourquoi on utilise, c'est déjà un peu plus intéressant. Ça sous-entend déjà qu'on a compris peut-être comment ça marche, mais surtout, on va être capable de dire, mais à quoi ça sert? Parce que ça marche, ça fait ça, ok, c'est bien, mais dans quel contexte je vais avoir besoin de ça? À quoi ça va? C'est quoi l'objectif de le mettre en place? Parce que le mettre en place, pour le mettre en place, c'est bien, mais si je l'utilise pas dans le bon contexte, il y a de fortes chances que ça me serve à rien. Et j'ai souvent, la question ultime, c'est pourquoi j'utiliserai pas ça? C'est-à-dire mettre un périmètre maximum d'intérêt. C'est-à-dire si je comprends jusqu'où ça va et où est-ce que ça s'arrête, alors là, d'un seul coup, je deviens encore plus intéressant pour les collègues. Parce que je suis capable de mettre ça en perspective dans un domaine beaucoup plus large. Et comme tu le disais très bien, moi c'est pareil. Alors c'est pas que le côté technique m'emmerde, mais le côté technique m'emmerde. Et donc j'ai des anciens collègues qui sont des vrais geeks, des vrais tueurs, qui connaissent plein de trucs, et je suis ravi d'aller leur poser des questions techniques parce que je sais qu'ils adorent ça. Et il y a des gens, c'est leur spécialité, et tant mieux pour ça. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a des gens très très bons techniquement, ils existent, on n'est pas obligé d'être eux. Et donc moi j'aime bien l'aspect global justement. Je m'enrichis à mettre en relation l'ensemble. Moi je m'éclate quand je débarque chez un client qui me dit voilà qui on est, voilà ce qu'on fait, on va dans le cloud et on a peur de pas réussir. Et à partir de là, je sais ce que je peux leur apporter parce je vais réunir à la fois le besoin technique du client,
mais aussi je vais l'accompagner dans son histoire personnelle. Et ça, par exemple, moi, je trouve ça formidable. Mais je sais qu'il y a des gens purement techniques avec qui je bosse mais ça les insupporte d'entendre parler de la vie du client. Et je comprends. Je les comprends complètement. Et je comprends qu'ils puissent être à une phase différente. Et c'est là où je veux dire aux gens qui nous écoutent, il y a pas qu'un métier de l'informatique, il y a une infinité de métiers et vous pouvez même inventer le vôtre. Vous pouvez vous positionner. Aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui sont à l'écoute aussi du souci de la relation humaine, du bien-être de leurs collègues, donc de donner sens à un projet qui pourrait être bâti sur du TI, sur de l'informatique, mais qui peut avoir un impact humain. Et moi, je le dis souvent, un projet informatique, ça commence toujours à la couche 8 du modèle vie. C'est une blague, en fait, pour ceux qui connaissent pas. La couche 8 n'existe pas, c'est l'humain, en fait. On ne parle pas de ça souvent. Donc, je dis, s'il n'y a pas d'humain pour commencer un projet, il n'y a pas de projet. S'il n'y a pas d'humain pour concrétiser ce projet, il n'y a pas de projet. S'il n'y a pas d'humain pour valider que le projet va bien au bon endroit, il n'y a pas de projet. Donc, tout ça, c'est de l'humain. Là aussi, on a assez un peu je vais être vulgaire, je suis désolé, mais on a un petit peu marre aussi des grosses brutes couillues, des gros mâles techos. On a besoin un peu aussi là de finesse, de sensibilité. Alors je sais qu'on est un certain nombre d'hommes à se déconstruire facilement et tant mieux, j'en suis très fier. Mais la présence féminine aide aussi à ça. Et donc là aussi, dans ces métiers-là, il y a besoin de ça, de cette capacité de saisir un peu plus que juste ce qu'il y a à voir, mais de sentir ce qui se passe. Et puis, comme tu disais, on n'arrête jamais d'apprendre, c'est-à-dire qu'il y a personne qui sait définitivement. Donc, si vous vous comparez à quelqu'un qui a déjà fait 15 ans d'expérience que vous, évidemment que vous vous sentirez toujours en difficulté en disant je suis pas assez bon parce que lui, il est meilleur. Mais il y a toujours quelqu'un meilleur que nous. D'accord? Il y a forcément toujours quelqu'un meilleur que nous. Mais il y a aussi des gens plus nuls. Ouais, souvent il m'arrive de faire du coaching, d'accompagner des gens qui changent de carrière, qui deviennent freelance, et les gens qui me disent ouais mais moi je sais faire que ça. Non, tu sais faire ça. Ce que t'as fait, toi tu l'as fait, et il y a des gens qui ne l'ont pas fait. Donc la différence entre toi et eux, c'est que toi tu l'as déjà fait, et tu peux expliquer, tu peux en parler. Donc il n'y a pas de petite expérience, il n'y a pas de petite connaissance. Il y a juste le regard que nous on porte dessus et la capacité à s'en servir pour former quelqu'un. Une personne sur 3 peut vous apprendre quelque chose dans votre vie. Une personne sur 3 vous croisez a quelque chose à vous dire, à vous apprendre, qu'elle sait faire, qu'elle a vécu, qui peut vous intéresser. Mais même si c'est une discussion d'un quart d'heure, c'est peut-être le quart d'heure qui va changer de votre vie. Et donc c'est ça qui est important, c'est d'avoir l'idée que ce qu'on va apporter à l'autre peut avoir un impact. Et puis si ça n'a pas, c'est pas grave. On ne fait pas ça pour avoir un impact sur les autres obligatoirement et avoir un retour. On le fait parce que ça nous fait plaisir de le donner. Donc là aussi, quand on vient apprendre, c'est aussi se donner à soi. C'est se faire plaisir à soi. N'oubliez pas de vous valider. Je veux dire, si vous en êtes arrivé là, que vous avez 20, 30, 40 ans et que vous voulez changer de carrière, c'est peut-être qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu ce que vous pensiez que vous méritiez. Et qui d'autre va le faire? De vous donner ce que vous méritez. Donc à ce moment-là, il faut pouvoir rentrer dans ces chemins-là, pour pouvoir peut-être envisager ces carrières-là. Et sachez qu'il n'y a pas de barrière autre que celle qu'on se met soi-même. Oui, effectivement. Puis c'est vraiment l'élément très fondamental. Puis en plus, ça fait peur aux gens. C'est ça le problème, parce qu'on aurait intérêt à avoir plus de diversité. Parce que c'est dans la diversité qu'on est capable d'aller beaucoup plus loin. De brasser des idées, parce que au-delà de la technique, le fait de maîtriser, le fait de connaître, j'aime bien ça, on a fait de Token Ring. Mes premiers c'était du ArcNet dans les premiers que j'ai joués. Ce qui est encore plus dégueulasse que du Token Ring tant qu'à moi. Mais bon, bref, c'est des choses, mais c'est la technique n'est que des outils qui nous servent à amener des concepts, à maîtriser des éléments. Et on peut se positionner un peu partout dans ce spectre-là de profession qu'il y a en TI et en SI, puisqu'on est capable d'avoir des brutes très techniques pour des gens, puis ça, c'est des spécialités, puis c'est des tempéraments aussi de gens qui sont très, très, très confortables dans ces éléments-là. En général, malheureusement, sont pas toujours nécessairement très agréables de côté humain. Ce genre de personnes-là. Pardon? On peut pas tout avoir. Ouais, ben tout ce temps investi dans ces éléments-là, justement, limite un peu leur capacité interpersonnelle. Mais il va, c'est un élément, mais on en connaît tous. J'en connais des gens qui sont complètement fous dans leurs connaissances et dans leurs éléments, et je m'abreuve de leur connaissance parce que c'est ça qui m'enrichit. J'ai un énorme plaisir de partager. Puis, de toute façon, je partage aussi énormément avec les gens qui débutent puis qui commencent. J'en ai dans mon entourage justement qui commencent dans la carrière, puis c'est un peu
cette espèce d'accompagnement-là, tu le fais plus pour les freelances. Moi, j'ai fait des reconversions vers les SI. Et c'est très intéressant parce que il n'y a pas de mauvaise profession, il n'y a pas de mauvaise origine. Je connais des gens de tout horizon qui viennent finalement par migrer en SI, puis qui finissent par prendre les vocabulaires. Puis en plus, c'est ça, c'est juste d'apprendre comment utiliser le vocabulaire, comment se débrouiller là-dedans et d'aller maîtriser les bases qui sont pertinentes dans le domaine qu'on a, parce qu'on parlait plus de bases techniques, mais il y a aussi des bases moins techniques aussi qui sont importantes, de maîtriser les concepts d'interconnexion, de comment on fait, comment le traitement se fait, comment les différents éléments se positionnent. Puis dès lors, on est capable d'avancer plus loin. On n'est pas juste être un programmeur de la mort ou un technicien de la mort pour réussir à opérer là-dedans. On est capable de commencer par d'autres zones. Il y a de la gouvernance, il y a tout le FinOps, il y a un paquet d'autres choses qui sont apparues avec les technologies maintenant qui peuvent amener les gens à migrer peut-être un peu plus facilement, mais de maîtriser les concepts et le vocabulaire est probablement une des façons les plus faciles d'entrer dans le domaine et de ne pas se laisser intimider parce qu'on a beaucoup de gens qui vont utiliser ce qui est d'apparence de grands mots pour parler des sujets, des concepts, quand dans le fond, sont généralement toujours très simples et qui sont capables d'être déconstruits assez facilement et de trouver une personne qui va être capable de vous aider à vous accompagner là-dedans. J'en ai fait plusieurs dans ma carrière que j'ai accompagné à différents niveaux et de justement les aider à comprendre les concepts, à déconstruire la complexité apparente qui a été échafaudée par les personnes qui veulent protéger leurs connaissances. Ça, je trouve ça mystérieux parce que puis ça aussi, tant qu'à parler de ça, c'est dans la réalité. Puis moi, je partage sans limite parce que de toute façon, les gens ne peuvent pas capter 100% de ce que je dis, de ce que je partage. Puis c'est la nature humaine est faite comme ça. On n'est pas capable de le faire. Ils vont capter 10% de ce que je vais partager. Et c'est pas ce 10%-là qui va me menacer de toute façon dans tous les cas. Et ça va les aider, ce 10%-là, à eux-mêmes progresser dans leur réalité, dans leur chemin et dans leurs éléments qui sont le leur. Parce que mon chemin est mon chemin, le chemin de l'autre est un chemin qui est personnel et qui est jamais tout à fait aligné avec le mien de toute façon ou avec le tien dans ce contexte-ci. Fait que même si on partage beaucoup de choses, beaucoup de valeurs ou d'approches, nos chemins ne sont pas les mêmes. On a une place qui nous est suffisamment grande dans lequel j'amène des gens en plus de venir de plus en plus de gens parce que on manque de personnes, on manque de gens qui œuvrent dans ces domaines-là. C'est un domaine d'avenir aussi, puis malheureusement il y a une barrière à l'entrée qui est fausse parce qu'il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée en aucun cas, à mon avis, là, en aucun cas. Là. Mais c'est très psychologique, c'est individuel. On a tous des doutes, surtout quand on est c'est des domaines qu'on n'a pas forcément encore connus, qu'on n'a pas forcément côtoyés. Comme tu dis, moi j'accompagne des gens qui changent de carrière, qui deviennent freelance. J'accompagne aussi des gens qui sont dans le TI, qui veulent se réorienter sur des spécificités. Souvent, c'est parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer, on ne sait pas si on est juste ou pas, on a du mal à se repérer. Si on se lance pas, en fait, c'est la leçon moi que j'ai appris, même en devenant moi-même freelance, si on se lance pas, on peut rester dans le doute toute sa vie. Le problème, c'est que est-ce que ce doute va nous apporter quelque chose? Alors, le doute, la peur, c'est une façon d'abord de sentir le danger. Le danger, c'est normal, ça existe et on a tous besoin de le sentir. En général, quand on fait un truc et qu'on sent jamais le danger, il va falloir prendre un petit rendez-vous chez le psy, si on sent jamais de danger. Alors, c'est légitime, en fait. Le danger, c'est ce qui nous permet de survivre en tant qu'être humain. Mais on peut l'accompagner, on peut dire, OK, j'ai peur, je vais me renseigner, je vais prendre le temps de me renforcer. Comme je le préconise souvent, je vais parler aux gens. Parler aux gens, ça coûte rien. Il y a des gens qui seront pas généreux, c'est pas grave, ils vous parleront pas. Il y en a d'autres qui le sont et qui prendront le temps. Vous avez des podcasts comme celui-ci que vous pouvez écouter, vous pouvez nous contacter vous pouvez contacter d'autres personnes, contacter des gens autour de vous qui sont dans ces métiers-là, leur demander d'en parler. Et j'aurais un conseil, moi, ne parlez pas à une personne. Parler à un ensemble de personnes différentes, dans différents métiers, différentes approches. Parce que là encore, chacun d'entre eux peut avoir différents parcours, comme tu disais, qui sont uniques. Moi, j'ai connu des gens qui ont commencé dans leur carrière dans l'informatique et qui détestent ça aujourd'hui. Et je peux comprendre. Ils veulent faire un truc à rien à voir. Et je peux totalement comprendre qu'à leur position, ce soit pas du tout ce qui les intéresse. Nous, on est rentré là-dedans, comme tu dis, par des curiosités personnelles. Donc, il y en avait un attrait. Et on a trouvé alors, normalement, à peu près, tous les gens qui nous écoutent sont dans des modèles capitalistes. Donc, l'idée, c'est de gagner quand même un peu d'argent pour vivre, pour exister dans la société. Et c'est ce que je dis toujours à mes freelances, quand je les accompagne. Je dis, votre premier objectif, c'est de mettre en place une structure d'entreprise pour que vous puissiez vous verser un salaire. C'est le premier objectif.
On est d'accord avec ça, c'est nécessaire pour exister, pour payer à manger aux enfants, payer un toit sur la tête, voilà. À partir de là, si on peut se faire plaisir au milieu, c'est quand même vachement bien aussi. Et je repensais à un truc qu'on disait tout à l'heure. Souvent, on va se comparer à ceux qui sont déjà en place, disant je suis nul. Mais rappelez-vous que la plupart de ceux qui sont déjà en place, ils sont là juste pour leur salaire. Il y en a plein qui n'ont aucune passion pour leur métier. Il y en a plein qui n'ont aucune curiosité. Moi, je dis toujours aux gens qui sont en reclassement, donc qui font la démarche de changer de carrière, vous avez chez moi 5 étoiles de plus que les autres d'entrée de jeu. Vous avez le top 5, c'est-à-dire que vous avez montré que vous étiez capable de vous remettre en cause, ce qui demande déjà beaucoup de courage, beaucoup de force. Que vous êtes capable d'avoir planifié votre changement de carrière, ce qui demande une très grosse organisation. Et quand vous pensez que les collègues de boulot que vous avez sont des adolescents de 30 ans qui sont incapables de s'organiser, qui sont pas motivés, vous venez de faire la différence en fait. Le fait même d'être en reclassement et de changer de carrière est une plus-value énorme pour un employeur. Donc si vous vous dites je vais peut-être avoir du mal à trouver du travail, non. Quand vous allez vous reclasser, c'est le travail qui va venir vous rechercher. Si en plus vous vous dites moi je débarque de nulle part et je vais aller vers un truc qui se fait bien en ce moment, qui a beaucoup de succès parce que ça me plaît. Tiens, je vais faire de l'intelligence artificielle. Tiens, je vais faire de la sécurité. Tiens, je vais faire du cloud. Tiens, je vais faire du no-code, ce que vous voulez. Comme vous êtes tout vif, tout neuf, vous pouvez rentrer là-dedans directement. Le palier d'entrée, il est pas si haut quand on n'a rien justement qui nous retient. On peut rentrer dans la techno. Et à partir de là, vous serez déjà dans le bon wagon, avec en plus la preuve que vous êtes motivé. Et ça, c'est très très fort. Et quand je me suis associé à mon ancien associé, on a réfléchi à prendre des salariés avant de comprendre que c'était la pire chose qu'on puisse faire pour nous. Mais parce qu'on n'avait pas envie en fait d'avoir des salariés. On voulait des collaborateurs qui sont comme nous, c'est-à-dire qu'on a la même motivation. On voulait des gens qui nous ressemblent parce qu'on n'avait pas envie de les gérer. On voulait avoir le plaisir de collaborer avec eux, le plaisir d'échanger, de grandir avec eux. Mais avoir des salariés dont la moitié sont pas plus motivés que ça, je peux comprendre que pour un manager ou une manager ce soit épuisant et que ce soit pas motivant. Et en même temps, je peux comprendre qu'un individu dans sa vie ne soit pas passionné par ce qu'il fait parce qu'il a d'autres centres d'intérêt et qu'il n'arrive pas à en faire un métier aujourd'hui. C'est ça aussi, avoir un travail. Pour beaucoup de gens, c'est juste alimentaire. Donc si vous aujourd'hui vous dites, en fait, tu sais quoi, moi je suis curieux de tout ça, c'est un truc, je me vois bien, j'aimerais bien, ça a l'air très loin, c'est vrai que j'en ai jamais fait, mais je suis vachement intéressé. Et si vous êtes intéressé, vous avez déjà une force de plus que ceux qui y sont presque par hasard, par accident ou par nécessité alimentaire. Et vous aurez forcément plus de place. Vous aurez forcément des missions plus intéressantes. Parce que vous allez aller les chercher. Vous n'allez pas vous contenter d'être au même endroit. Pour l'anecdote, quand je suis rentré dans mon premier poste en informatique, au bout de 15 jours, j'ai dit à mes collègues, dans 6 mois, j'ai démissionné. J'ai un collègue qui était à côté de moi, ça faisait 5 ans qu'il était dans la boîte, il m'a dit, c'est pareil, moi, dans 6 mois, je m'en vais. Aujourd'hui, je sais qu'il est toujours au même endroit, et ça, c'était en 2007. Voilà. Donc c'est ça aussi, c'est que vous allez rentrer avec des gens qui, bien qu'ils soient pas bien où ils sont capables d'y rester des décennies, parce que finalement, l'inconfort qu'ils subissent est moins risqué que la peur du risque de faire autre chose. Et donc, si vous arrivez à passer la peur, parce qu'il y a beaucoup sinon on parle de ça en fait, c'est ça qui peut nous bloquer. C'est le premier palier d'entrée, c'est d'affronter sa peur et de se dire je vais aller voir, je vais aller me lancer. Et comme tu disais et qu'on rappelait, il y a plein de matières disponibles. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire une formation ou un diplôme tout de suite. Vous pouvez aussi regarder les programmes en ligne, commencer à suivre des choses régulièrement et progressivement en fait vous acculturez déjà naturellement. Et comme tu disais aussi, il y a plein de sujets. Des fois en fait, ça me coûte rien d'ouvrir une vidéo pendant 5 minutes sur un truc que je connais pas tout neuf, histoire d'avoir un petit goût, juste savoir qu'est-ce que c'est, de quoi on parle. Et s'il y a besoin de plus, j'ouvrirai de la doc plus tard. Mais vous savez quoi, je me fais confiance. Comme je dis souvent, mon cerveau est plus intelligent que moi. C'est-à-dire que souvent mon cerveau, en fait, votre cerveau, il va enregistrer un truc que vous allez entendre, vous allez lire, et il va le faire mûrir. Il va le cloiser, il va le mettre dans une case, mais à un moment donné, cette case, il va la mettre en relation avec une autre case, dans une autre expérience, et vous allez vous apercevoir qu'à un moment donné, vous faites une espèce de cartographie mentale des concepts, et vous arrivez à les remettre en place. Je compare ça, vous savez, au fait que quand vous habitez dans une grande ville, que vous allez dans un quartier, puis vous allez dans un autre, et puis des fois, vous passez d'une rue à l'autre, et en fait, d'un seul coup, vous vous apercevez que les deux quartiers sont côte à côte. Et d'un seul coup, le monde est beaucoup plus petit. Vous voyez? Le monde se rétrécit d'un coup. C'est pareil. Vous avez des notions. Ouais, vous paraissent vachement grand, puis en fait, quand on fait le tour, moi, je me souviens dans ma formation, on parlait de DNS, de DHCP. Waouh, c'était des domaines entiers. On me disait, il y a des gens spécialisés là-dedans. Ils sont spécialisés là-dedans. Je sais pas ce qu'ils font de leur vie. Moi, je m'emmerde avec ça. Pour moi, le DNS, je l'explique en 5 minutes. Le DHCP, je l'explique en 5 minutes de plus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui sont faits pour aller dans le détail technique, ce qu'on disait. Il y a des gens qui ont besoin juste de l'approche superficielle, de saisir
et de le mettre en perspective avec d'autres trucs. Donc n'ayez pas peur de rester en surface des choses, c'est pas grave, c'est pas mal. Ça vous permettra juste de vous d'acquérir des compétences et puis à un moment donné, vous direz bon, toutes ces compétences-là, ce regard global, je dois bien pouvoir en faire un métier. Je dois bien pouvoir quelque chose. Et je le disais tout à l'heure, et je le dis à mes freelances, si vous savez pas quel métier vous allez faire, inventez-le. Trouvez, réfléchissez, mettez-le sur papier, prenez le temps de le faire. S'il n'y a pas d'urgence pour vous, prenez le temps. Et comme tu dis aussi, vous pouvez aussi très bien recommencer en bas de l'échelle, prendre un boulot dans l'IT qui va vous embaucher tout de suite, sans peu de qualification, et peut-être que vous allez apprendre des trucs sur le tas, et ça se trouve, vous serez déjà très heureux ou très heureuse. Après, évidemment, ce qui peut arriver, c'est qu'on sort d'une carrière dans un autre domaine où on avait un salaire relativement confortable, donc une position sociale, financière qui peut avoir des jeux. Alors bon, je sais bien que c'est l'argument que j'entends souvent. On me dit, moi je peux pas devenir freelance, j'ai un crédit, j'ai des enfants. Bah, vous savez quoi, j'ai un crédit, j'ai une enfant et je suis freelance. Donc c'est pas une excuse. L'idée c'est comment je fais pour arriver à retrouver un équilibre financier derrière. Maintenant, la bonne nouvelle pour vous, on l'a dit, ce sont des métiers en tension, donc c'est des métiers qui payent. C'est des métiers qui ont beaucoup besoin, donc qui payent. C'est pas les métiers les moins bien payés sur la planète, loin de là. Hein. Il y a beaucoup plus de métiers qui sont parfois très utiles, qui sont bien moins payés. Donc on a la chance d'être dans des métiers où il y a énormément d'argent qui se fait. Et donc, si vous voulez vous faire votre part, vous pouvez. Et pour les personnes femmes, trans ou cis, n'oubliez pas qu'il y a plein de pays dans lesquels vous êtes sous-payés. C'est dans les métiers dans lesquels vous pouvez aller demander des salaires beaucoup plus hauts. Et à défaut, là encore, de trouver un salaire plus haut, vous pouvez toujours devenir indépendante et décider de votre salaire à ce moment-là. Oui, puis il y a au-delà du salaire lui-même, puis qui est quand même important parce qu'il faut qu'on mange, là. On est dans ces univers-là. Le bonheur qu'on y retrouve aussi. Puis il y a un élément, un peu, moi, au niveau freelance, c'est où je suis allé chercher énormément de bonheur, où quand j'ai traversé il y a, je me rappelle même plus combien d'années, ça m'a donné de la liberté maintenant que j'ai de choisir beaucoup plus des missions qui m'intéressent, des mandats qui vont m'intéresser, qui sont alignés avec mon bonheur personnel. Donc, le fait d'avoir du bonheur personnel dans mon travail que je fais moi-même, que je choisis, je fais mes éléments, puis je navigue là-dedans, puis j'amène vers tranquillement changer ma carrière aussi. J'ai la capacité, j'ai accès à mon gouverneur et c'est moi qui mène ce genre de choses-là. Donc, c'est l'aspect que je suis allé chercher énormément. Et on a la capacité de faire ça. Tu parlais justement de créer son travail. Il y a d'autres collaborateurs sur le podcast qui sont de ces personnes-là, qui sont partis d'un univers X, qui n'avaient pas aucun lien avec la cyber et qui ont migré, qui sont devenus des personnes maintenant reconnues dans le domaine, qui sont des freelances ou qui ont même leur entreprise avec des salariés dans certains cas, ou qui sont amenés à ce genre de zone-là. Fait que il n'y a rien d'impossible dans la mesure où on est prêt à y aller. La transition peut se faire dans le cas que j'ai. Il y a des transitions qui se font plus lentes, c'est-à-dire que ils font tranquillement leur travail à côté de leur emploi standard jusqu'à temps qu'ils se sentent en sécurité financière pour faire la bascule. De traverser complètement. Il y en a d'autres qui font par changement d'emploi direct, donc de changer d'un employeur dans lequel ils sont dans un domaine X et arrivent dans l'employeur Y où ils sont rendus maintenant en cyber, soit des emplois d'entrée de technique, mais ou carrément dans des domaines connexes, c'est-à-dire en charge de projet ou des choses comme ça, mais qui sont relatifs au cyber, qui ne demandent pas nécessairement une connaissance très forte du domaine, mais qui donnent le temps de connaître le domaine aussi, puis de s'y familiariser, et d'aller chercher le vocabulaire. On revient toujours à maîtriser le vocabulaire. J'ai bien aimé ta notion sur le DNS. Oui, le DNS, c'est très simple, c'est un annuaire. Donc, c'est fondamentalement, ce n'est que ça. Donc, le concept de base, donc la maîtrise. Mais en même temps, cet annuaire-là, on peut faire beaucoup de choses avec celui-ci. Il a évolué énormément dans les dernières années. Étonnamment, c'est un très, très vieux concept qui a beaucoup évolué, qui sert à d'autres choses, qu'on a dévié aussi son usage à d'autres fins. Les malveillants l'utilisent pour faire de l'exfiltration de données. Donc, de réfléchir du concept de base qui était de servir de service d'annuaire à maintenant un service d'exfiltration de données, d'amplification de DNS, oui. pour faire des attaques massives, parce que c'est un protocole très bavard qui peut être très facilement détourné aussi pour remplir. Donc oui, et ça ne nécessite pas, comme tu dis, d'être un technicien très pointu dessus pour autant, que comme tu dis, comme c'est très commun, on le retrouve partout, c'est très ancien, et souvent on a tendance à voir ça comme quelque chose d'énorme parce qu'on voit des spécialistes là-dedans, il y a des bouquins entiers, mais qu'on disait tout domaine peut être un domaine d'expertise de spécialiste. Le but c'est de comprendre qu'on n'est pas obligé d'être un spécialiste ou un expert dans quoi que ce soit. Moi, c'était même une frustration quand je
Quand je suis sorti de ma formation, on me disait, mais dans quoi tu vas te spécialiser? Mais dans rien, j'ai pas envie, ne m'emmerdez pas, je veux pas me spécialiser. Moi, j'ai eu la chance d'arriver au moment où la virtualisation a explosé, que VMware a explosé. Et la virtualisation, ça a nécessité de faire de l'infrastructure. C'était génial. Je fais réseau, stockage, système, sécurité, identité, il y avait tout. Donc, j'étais obligé d'être dans tous les domaines à la fois et c'était génial. Et le cloud, ça a été encore mieux pour moi, puisque pour le coup, c'était pareil, c'était une façon pour moi de pouvoir prendre j'avais de l'appétence pour tous les domaines sans avoir la volonté de devenir un tueur dans chacun d'entre eux. Ce qui m'intéressait, moi, c'était la relation globale de tous les éléments. Comme tu dis, ça permet de garder le pied dans chaque domaine. Et si un jour, comme tu dis, moi j'ai besoin de changer de carrière et de me réorienter vers autre chose ou devenir un spécialiste, je peux redescendre après dans un domaine. Notre carrière est ponctuée des choix qu'on fait. On peut à un moment donné, pendant 5 ans, dire bah tiens, je sens que ça c'est le truc qui me plaît en ce moment, je vais aller m'orienter là-dessus, je vais aller me valider, je vais me vendre là-dessus, puis je vais repartir faire autre chose. J'explique souvent aussi aux freelances qu'on peut ne pas être freelance toute sa vie. Quand vous avez monté une entreprise, mais je connais des freelances qui ont monté leur boîte, qui tournent depuis des années en solo et puis qui ont décidé d'aller reprendre un salariat où on n'est pas obligé de fermer sa boîte. On fait ce qu'on appelle des années blanches, c'est-à-dire des années où il n'y a pas de mouvement financier dans l'entreprise, puisqu'en fait vous êtes payé par une entreprise pendant ce temps-là en tant que salarié. Et puis le jour où vous avez envie d'arrêter, vous revenez votre boîte et puis vous reprenez votre entreprise à vous qui existe. Et vous pouvez repartir, reprendre le contrôle. Ça peut être un moyen de saisir des opportunités, d'aller cueillir, peut-être trouver des clients qu'on n'arrive pas à adresser seul, parce qu'en tant que freelance, il y a des clients auxquels on n'a jamais accès, parce que si le client passe toujours par des très grosses structures, il y a peut-être le fait aussi de travailler en équipe. Effectivement, comme tu dis, et on en est conscient, et on en a l'exemple, je veux dire, la richesse de ce qu'on propose aujourd'hui, c'est parce qu'on est tous les deux, qu'on échange et qu'on a envie d'échanger. Et ça vient de ça. Si on était tout seul dans notre coin, à un moment donné, on serait stérile, on serait pas intéressant. Moi, je sais que j'ai pris l'habitude de remercier mes stagiaires à la fin d'une formation, de m'avoir permis de faire cours avec eux. Parce que sans eux, je suis pas un formateur. Je suis juste un mec qui sait les trucs mais qui parle tout seul devant sa glace, quoi. C'est terrible, en fait. Alors que si j'ai des gens en face de moi qui me posent des questions, avec qui on discute, et que j'arrive à voir dans leur œil, tiens, qu'il y a un truc qui s'est passé. C'est mon salaire. Ça, c'est mon premier salaire. C'est ma fierté. Je veux dire, c'est cool. Il s'est passé un truc, ils vont repartir avec quelque chose de plus. Et ça, rien que ça, c'est génial. Il y a 2 façons de se valoriser aussi quand on rentre dans ces métiers-là. Alors, vous pouvez passer des diplômes, faire des diplômes universitaires, etc., faire des formations de reclassement avec des diplômes. Le diplôme universitaire, c'est quand même plus dur de s'investir dedans quand on a passé un certain âge. Ça, ce sera plutôt pour les gens qui nous écoutent, qui sont encore dans leurs études et qui disent peut-être que je me plante, il faut que je change de diplôme. Et pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Vous êtes encore dedans. Peut-être que vous avez l'aide potentiellement de vos parents. Peut-être que vous êtes dans une situation qui vous permet de le faire. Faites-le si c'est possible. Il faut se rendre compte, je ne sais pas comment c'est au Canada, mais en France, avoir des diplômes en informatique, c'est pas ce qui va vous faire trouver un travail. Je dis pas que c'est dévalorisant, hein. C'est très bien. Hein. Si vous avez un diplôme d'ingénieur, vous avez fait 5 ans d'études, vous avez fait des trucs très sympas, vous êtes probablement très qualifié. Je suis pas sûr que vous sachiez travailler, ça c'est autre chose. Vous avez un diplôme, vous avez des compétences. Maintenant, travailler dans une vraie entreprise avec des vrais clients et des vraies relations, ça c'est autre chose. Mais c'est pas dévalorisant. Oui. Au Canada, il y a eu plus même encore un peu plus de largesse sur l'embauche des gens non diplômés. Ça avait fait justement l'État sur par rapport à la France, il y a quand même une connotation beaucoup plus forte en France sur la diplomation qu'au Canada. Cette notion-là est beaucoup moins forte. Aux États-Unis aussi d'ailleurs, est beaucoup moins forte en termes d'éléments d'embauche, dans la mesure où on est capable de démontrer un certain nombre de choses, qu'on est capable d'avancer, puis de créer un portfolio aussi. Ça, c'est l'autre accès aussi pour certains nombres de personnes, écrire, partager, exister dans les plateformes qui sont là, sont une autre façon de se monter un portfolio extra professionnel qui nous permet justement d'aller chercher ce lieu, aller dans les associations, aller dans ce genre de choses-là aussi. Tu sais, je bascule sur d'autres choses, mais qui sont quand même des lieux où on rencontre des gens qui nous permettent, d'avoir la connaissance, de monter le réseau aussi, de connaître les gens qui nous permettent de progresser, d'avoir des emplois, d'aller plus loin. Il y a masse de compagnies qui sont dans ces réseaux-là d'associations, de salons, d'éléments où on rencontre des gens, des différents
différentes associations. Il y en a, j'espère, au niveau français, c'est comment ça se matérialise, mais au Québec, on en a plusieurs. Là, le Montréal à Montréal, entre autres, qui est un lab qui permet aux gens qui débutent de partager les choses. Le Québec Sec à Québec qui fait la même chose, qui est un lieu où les gens peuvent, entre eux autres, partager des connaissances. Il parlait justement de se monter un home lab, un laboratoire informatique à la maison pour ceux que ça intéresse, comment faire, comment commencer, comment débuter. Fait que cette ouverture-là qui existe, qui est très intéressante, justement, de partage et de se mettre dans ces réseaux-là et d'avoir l'humilité d'accepter qu'on n'a pas la connaissance. Puis même pour les gens très connaissants, là, c'est là où on va rencontrer les deux types. Là, on a parlé de ceux qui sont cons. Ben, il y a les autres qui sont un peu plus humbles. Et de l'humilité, on est capable d'apprendre des autres. On est capable de partager parce qu'on vit dans l'espèce de courant d'information dans lequel on est. On contribue dans celui-ci parce que ce courant-là nous bénéficie également. L'autre partie pour se faire valider, après, c'est plus commun, c'est ce qu'on appelle les certifications. Alors bon, quand on est dans l'informatique, on a l'habitude, c'est une routine, c'est l'autre forme d'homologation qu'on va avoir, le forme de diplôme, qui sont plutôt liés cette fois-ci à des éditeurs connus. Donc Microsoft va avoir des certifications, Google, Amazon, Oracle, Red Hat, enfin tous les grands éditeurs vont avoir leurs certifications, qui peuvent vous certifier sur des produits, sur des versions, mais aussi sur des pratiques. Et certaines de ces certifications ont aujourd'hui une valeur assez importante sur le marché. La CISSP, donc la certif de sécurité la plus reconnue aujourd'hui, quand vous l'avez, même chose, ça fait partie des certifs, ou quand vous l'avez, vous cherchez pas de travail, quoi. C'est le boulot qui vient vous chercher. Moi, dans les domaines comme je donne, comme le cloud AWS, la certif associée d'AWS a une énorme valeur sur le marché, c'est-à-dire que ça vous sert d'équivalent du diplôme de ticket d'entrée. Et honnêtement, dans ma carrière, on m'a jamais refusé un poste pour des questions de diplôme. Et j'ai rarement vu quelqu'un qui me dise ce poste-là, il faut un diplôme d'ingénieur. On a en France quelques grandes institutions encore à l'ancienne, plutôt de l'État, qui vous demandent un diplôme. Eh ben, démerdez-vous avec les gens qui ont un diplôme, tant mieux pour vous. Ça fait juste que vous ratez les 2/3 du marché, mais c'est pas grave. Et c'est leur choix. C'est là aussi, c'est une forme d'élitisme qui n'a pas forcément de justification. Et encore, je ne dénigre pas le diplôme. Je constate l'erreur finalement d'ouverture. Il y a des gens talentueux qui n'ont pas forcément ces diplômes-là parce que d'abord tout le monde n'a pas la même modèle cérébral. On n'est pas tous placés au même niveau sur le spectre autistique. Hein. Donc voilà, on peut avoir d'autres difficultés qui nous rendent pas forcément compatibles avec les parcours académiques. Mais le fait d'être validé dans ce qu'on a fait, comme tu dis, par de la participation aussi aux événements, je dis souvent, écrivez un article, écrivez un post sur LinkedIn, sur autre chose, participez à des événements, des user groups, il y a plein de réunions, il y a plein d'ateliers qui sont faits soit en ligne, soit physiquement, allez voir des gens, participez au salon des éditeurs aussi pour aller voir ce qui se passe, faites-vous voir, rencontrer du monde, c'est aussi une façon d'avoir l'occasion de croiser des gens, de faire des rencontres. C'est l'humain qui vous ouvrira aussi des portes. C'est peut-être une rencontre qui à un moment donné vous dira, vous fera comprendre que en fait si ouais, je pense que je peux faire ça. Et ça vous motivera à aller jusqu'au bout. Parlez-en autour de vous aussi, c'est-à-dire que quand vous changez de carrière comme ça, c'est important d'en parler avec sa famille. Moi, je le fais quand j'ai des gens qui deviennent freelance. Je dis d'abord, t'en discutes avec ta femme ou ton mari ou ton compagnon, peu importe, parce que ça va avoir un impact sur votre vie. Ça va changer des choses et il faut savoir si cet impact il est acceptable pour tout le monde. Si tout le monde peut le comprendre, si on comprend les risques qu'il peut y avoir, ou si on a besoin de calmer des risques qui seraient en fait fantasmés, qui n'y sont pas vraiment. Ouais, c'est histoire de se rassurer sur ce qui va se passer. Même pour vous, le fait de se rendre compte, je le redis, on est vraiment l'illustration que c'est possible. Donc si demain vous me dites, moi j'ai envie, je viens pas du tout de là-dedans et je me pose la question, je vous le dis tout de suite, c'est possible. La première chose, c'est qu'il faut sauter le pas. Il faut s'engager de soi-même dedans. Il faut croire en son projet. Il faut investir dedans. Et investir dedans, c'est investir du temps. Alors, j'aime bien cette expression. S'il faut à une femme 9 mois pour faire un enfant, vous ne demanderez pas à 9 femmes de faire un enfant en 1 mois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut accepter la réalité, aussi désagréable soit-elle, qu'il y a des choses qui sont incompressibles. C'est-à-dire qu'il faut du temps. Il faut que votre cerveau il digère des trucs, il faut lire des choses, il faut les écouter, il faut dormir dessus, il faut y revenir 6 mois après. Il y a des choses qui nécessitent du temps, obligatoirement. Et c'est ça l'investissement le plus dur, c'est finalement de perdurer dans le temps. C'est pas de se lancer et puis de laisser tomber au bout de 15 jours. Parce qu'au bout de 15 jours, elles auraient vu 15 jours d'information, c'est bien, mais pas sûr que vous soyez capable d'en faire quelque chose. Et on s'aperçoit que plus on perdure dans le temps, plus c'est facile. Et plus vous faites l'acquisition de connaissances, plus ce sera facile. D'abord parce que, alors,
Je sais que certains d'entre vous vont me dire, mais moi j'ai passé la quarantaine, c'est mon cas. Effectivement, je sens que j'ai des neurones qui ont un peu grillé dans le passage. Je pense que l'an 2000, j'ai dû me griller quelques trucs avec le champagne, et puis en 2010, j'ai dû fêter un autre truc. Je comprends, on se fatigue plus, on enregistre moins, mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'étudier 2 heures par jour tous les jours pendant 3 ans. Je dis toujours, moi, bosser 15 minutes par jour. Ayez cette routine. Par contre, soyez vigilants, faites-la, 15 minutes par jour. Vous trouverez 15 minutes dans une journée. Et bosser 15 minutes, ça veut pas dire être devant son écran avec un stylo à la main. Ça peut être nous écouter, ça peut être regarder une vidéo sur YouTube, ça peut être écouter un podcast, ça peut être lire une publication de 3 pages, de 30, même 30 lignes sur un sujet qui vous intéresse. Et vous clôturez, vous passez à autre chose. D'abord, vous avez investi ce temps. Et comme je vous ai dit, votre cerveau, il va continuer à travailler. Et donc, il va continuer à faire des liens avec ce que vous avez enregistré. Oui. Oh oui, puis ça, c'est baigné. Puis tu sais, je me rappelle ma jeune vingtaine dans laquelle j'étais fâché parce que ça allait pas assez vite. Mais effectivement, les choses, le temps, il y a des éléments qui sont incompréhensibles. On n'est pas capable d'aller plus vite que qu'est-ce que les choses vont. Mais c'était, je me rappelle la frustration que j'avais à ce moment-là. Ça va pas assez vite. J'étais très, très impatient de beaucoup de choses à cette époque-là. Ce qui s'est passé avec le temps. Je fais une parenthèse aussi sur 42. Qui est une école de formation non conventionnelle qui vient justement rechercher les gens qui ont besoin d'aller chercher cette formation académique-là, qui, pour eux, c'est essentiel d'aller chercher ces éléments-là, qui est dans un contexte très différent d'apprentissage, qui est d'une forme non classique on pourrait dire par rapport au modèle qu'on a, qui permet juste qu'il est sur base de projet, qui est par les pairs, avec des jalons de connaissances qui sont définis et qui touchent quand même un grand aspect, qui quand même donne une bonne base. Je connais bien des gens qui ont passé à travers ou qui sont encore à l'intérieur de cette école-là. Puis même des retours de reclassement, comme tu mentionnes, des changements de carrière qui, à 30, 40 ans, décident d'aller se former à 42, justement, pour aller chercher les appuis techniques qui sentent avoir le besoin. Puis c'est toujours une question de qu'est-ce que vous sentez avoir de besoin, quelle est l'approche qui est la vôtre pour maîtriser ça. Mon approche à la connaissance n'est pas la même que celle des autres. Et moi, je suis plus une approche à me baigner dans de l'information d'un domaine pendant plusieurs semaines, puis de là va sortir, ensuite je vais avoir retenu un certain nombre d'informations. C'est mon approche à la connaissance et qui me sert dans mon domaine naturellement, que c'est peu importe le domaine dans lequel j'aurais travaillé, ça aurait fait la même chose, mais c'est ma méthode d'apprentissage. On décide de capitaliser sur notre méthode d'apprentissage, qui est la nôtre, pour justement progresser dans ces domaines-là, puis de justement ne pas se sentir incompétent parce qu'on n'est pas capable d'apprendre comme l'autre ou on n'est pas capable d'aller vite comme l'autre. Puis dire, moi, je vais vite parce que j'ai 25, 30 ans d'expérience dans le domaine. C'est que j'ai appris à apprendre, c'est une chose. J'ai appris à apprendre dans ce domaine-là en plus. Puis j'ai déjà les bases. Fait que je pars toujours avec une longueur d'avance sur tout le monde parce que j'ai toujours mes bases d'il y a 30 ans que j'ai appris, que j'ai pris le temps, dans ce temps-là, de réussir, même si j'étais fâché que c'était pas compressible ce temps-là. Je l'ai fait, j'ai travaillé, j'ai trimé fort à ces moments-là pour maîtriser le volet que je comprenais. Puis là, en même temps, c'est aussi important parce que mon chemin n'est pas le chemin de quelqu'un d'autre. Donc, ne copiez pas le chemin de quelqu'un d'autre non plus. Inspirez-vous de celui-ci, mais ramenez toujours à ce que vous êtes, vous, personnellement, de votre personnalité, de votre capacité d'apprentissage, de vos éléments qui sont les vôtres. Donc, c'est toujours ces éléments-là qui est très important, là. Et c'est quelque chose que je refais reprendre tes mots, c'est exactement ce que je fais en formation. Quand on parle de préparer pour la certification, quelle méthode, à quel délai. Généralement, on dit, il faut combien de temps pour passer une certif? Je dis, il faut 24 jours, 17 heures, 43 minutes et 23 secondes. Je fais, non, j'en sais rien du tout. Parce qu'on est, comme tu dis, on est tous différents. Et puis, on a tous des moments de vie différents. Il y a des moments où on est fatigué, des moments où il y a des trucs qui viennent nous perturber. On a plein de raisons de pas forcément être à 100% dans une démarche à un moment donné. Et puis, il y a d'autres moments où, dans ce cas-là, faut pas assister. Il y a rien de pire aussi que de se forcer à dire, il faut que je fasse ça. Il faut laisser tomber les injonctions, surtout. Il faut arrêter de se poser des injonctions, de se dire, il faut impérativement que je fasse des trucs. Des fois, ça fait du bien de rien foutre. Moi, c'est un des trucs que j'ai appris à faire ces dernières années avec lequel je suis plus à l'aise, c'est ne rien faire.
et apprendre à prendre du plaisir à ne rien faire, se foutre la paix. Quand j'ai rien à faire, j'ai rien à faire. Ou voilà. Vous voyez, aujourd'hui, c'est une journée que je facture pas et on fait l'enregistrement et ça me fait un plaisir fou. Et ce matin, j'ai joué à des jeux vidéo et juste après, je vais rejouer à des jeux et c'est très bien comme ça. Donc à un moment donné, il faut pouvoir se foutre la paix, se laisser le tranquille, laisser la démarche. On va dire, comme tu dis, trouver ensuite ce qui marche pour vous. Alors moi, je suis très livre. J'aime beaucoup les bouquins encore aujourd'hui, les bouquins papier. J'aime pas les liseuses, mais c'est une question personnelle. Donc j'ai plein de bouquins papier. J'aime bien le contact du papier, même si je m'endors souvent dessus. Mais c'est pas grave, j'aime bien. Je lis quelques pages et des fois lire une page, ça va vous faire exploser le cerveau dans tous les sens. Il va dire waouh, attends, j'ai fait plein de liens avec d'autres trucs. Et j'aime beaucoup aussi les vidéos ou les podcasts. Alors pour ceux qui aiment bien faire d'autres trucs, moi je sais que j'ai 2 écrans. D'un côté, je mets mon jeu vidéo, de l'autre côté, je mets la vidéo et j'écoute. J'ai la vidéo qui tourne à côté, donc j'ai les yeux pas loin. Souvent, c'est sur des sujets où je connais un peu déjà, donc j'écoute. Et puis, dès qu'il y a un truc intéressant, évidemment, je switch l'intérêt sur la vidéo, ce qui me permet d'optimiser, pas avoir la sensation d'être en mode apprentissage constant. Et puis, comme tu dis, oui, des fois, effectivement, il y aura peut-être besoin aussi de se dire, bah tiens, aujourd'hui, j'ai du temps, je vais me passer 2 heures, je vais regarder un truc complet, bien intense. Et ça se trouve, vous allez faire un bond d'un coup. Et puis ensuite, effectivement, on aura peut-être envie de reprendre l'expérience, mais comme tu dis, il y a l'appétence et puis il y a aussi la fatigue, le besoin de poser. Donc de s'inscrire sur le temps. Vous mangez votre éléphant tranquillement, il est quand même gros, hein, donc prenez le temps de le faire. Puis vous n'êtes pas obligé de tout bouffer tout de suite, vous pouvez le mettre au frigo pour plus tard, hein, c'est pas grave. Personne ne vous a obligé à manger l'intégralité. Et comme je dis, remettez en perspective. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'on a beaucoup de réseaux communautaires aujourd'hui. Vous pouvez simplement faire part de votre démarche et trouver d'autres personnes qui sont dans la même que vous et travailler en groupe. Et ça, c'est formidable parce que l'énergie de groupe, elle est bien plus puissante que l'énergie individuelle. Des fois, moi, ça m'est arrivé et je sais que c'est un de mes défauts. Je sais qu'en tant que freelance, quand on me demande de travailler sur un projet et que je me retrouve tout seul à travailler dans mon coin, au bout d'un moment, j'ai plus envie. Ça m'agace, j'ai perds l'énergie, j'ai envie de faire autre chose, j'ai plus motivé. Et dès que je retrouve les gens avec qui je travaille, avec qui j'en parle, il y a une énergie énorme qui explose parce que j'adore l'interaction, j'adore le jeu juste en communication et les idées vont beaucoup plus vite. Et je le dis souvent avec un ami sur lequel on a travaillé sur un projet pendant plusieurs années. Je lui dis, on se voit une fois tous les 6 mois, mais à chaque fois qu'on se voit, on rattrape les 6 mois de boulot d'un coup. Parce qu'en fait, justement, le fait d'être à plusieurs va vous aider. Donc, vous avez aujourd'hui des moyens communautaires pour communiquer avec les gens autour de vous, que ce soit Facebook, d'autres réseaux. Vous pouvez dire, au fait, moi, je suis dans cette démarche-là, je cherche d'autres personnes. Il y a des associations, il y a des sites où vous pouvez vous inscrire. Vous trouverez forcément des gens qui sont dans la même démarche que vous. Et donc, ça peut être intéressant de s'interroger ensemble. Tiens, t'as trouvé quelle mesure? Moi, j'ai fait ça. Tiens, j'ai commencé à avoir tel contenu. T'en as pensé quoi? Faites des discussions. Là aussi, parler d'un sujet avec quelqu'un d'autre, même simplement, c'est déjà digérer le sujet et c'est déjà apporter la confiance que vous le maîtrisez. Donc là aussi, c'est de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas toute seule. Vous n'êtes pas tout seul. Effectivement, c'est un des éléments importants. Puis c'est pour ça qu'on venait au salon, les différentes conférences, les différents éléments. Les communautés locales sont très importantes pour aider à cheminer. Ayez pas peur. Soyez pas gênés de vous émêler. Il y a déjà beaucoup de gens, puis c'est ça, plus d'entrée de jeu. Quand on rentre dans un boulot, on se rend compte qu'il y a bien des gens qui ne connaissent pas tant que ça. Dans ces communautés-là, c'est exactement la même chose. On a beaucoup de gens qui sont là également pour apprendre. Donc, de ne pas être gêné de poser les questions. Sauf s'il y en a des personnes qui préfèrent être juste en retrait. Soyez en retrait, c'est pas grave, mais mêlez-vous à ces environnements-là. Ça va vous aider énormément à progresser. C'est une des clés très importantes de cet apprentissage-là, puis de se connaître aussi à travers ça. Ça fait presque 1 heure qu'on en parle. Je pense qu'on va arrêter là pour cette fois-ci. On va lancer un appel à échange sur ce sujet-là, puisque de notre expérience qu'on a partagée, des éléments qu'on partage, c'est une chose. Le retour, la discussion est très intéressante dans ce contexte-ci parce que justement, on va être capable peut-être de raffiner, quitte à faire un 2e épisode sur le sujet, justement sur des éléments qu'on n'a pas abordés encore, qu'on aurait peut-être pu approfondir, d'aller vers les préoccupations qui sont peut-être plus spécifiques ou juste d'échanges 1 à 1 qui peut vous aider à cheminer, là. Ouais, y compris dans le réseau des partenaires que tu fais intervenir, intervenantes et intervenants. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont là aussi des histoires particulières à nous raconter sur leur démarche, des méthodes, le fait d'entendre les autres raconter leur histoire, c'est intéressant, donc ça peut être intéressant de voir aussi ce que les gens ont à nous dire là-dessus. Effectivement, on sera très content de vous entendre. Oui, mais sur ce, on vous souhaite une excellente. J'espère que vous avez apprécié l'écoute. Puis on va vous revenir prochainement. Avec un autre sujet mou, comme tu dis. Allez, à la prochaine. Prochaine.